sommes là dans le cadre de la célébration du 60e du Trésor public. Et donc, en tant qu'un des pionniers bâtisseurs du Trésor public, nous avons voulu recueillir vos propos. D'entrée de jeu, vous allez vous présenter et nous dire la période à laquelle vous avez exercé au Trésor public et en tant que, voilà, quelles sont les fonctions que vous avez exercées quand vous étiez au Trésor. Merci madame, merci pour le travail que vous effectuez pour que cela reste dans la mémoire du Trésor, une institution, tout à l'heure nous en parlerons si vous voulez, qui est au cœur qu'on appelle des systèmes en Côte d'Ivoire. Je suis docteur Yao Kouma Moïse, administrateur général des services financiers à la retraite, ancien élève de l'École nationale service du Trésor de Paris, et bien d'autres choses, de l'ENA aussi. Je suis arrivé après l'École du Trésor en janvier 1980, très jeune, et en ce moment-là, il y avait au maximum 10 administrateurs de services financiers au Trésor. Le Trésor était dirigé, à l'exception du trésorier général, M. Adama Koné, ce n'est pas celui que vous connaissez, c'est un autre, dirigé par M. Adama Koné, qui a remplacé Serigne Leba. Et comme je le disais, ce ne sont que les inspecteurs qui étaient les trésoriers départementaux. Et les 10 administrateurs, 4 ou 5 sont venus avant nous et sont sortis. On les avait obligés à partir en quelque sorte, parce que ce sont des universitaires. Et donc, on s'est trouvé donc face à un problème. Il s'agissait de savoir s'il faut rester au parti. Et je leur disais que je suis le chef qu'on appelle pas de la contestation, mais ceux qui estiment qu'à bon droit, on a fait des bonnes études. Moi, il devait rester en France pour être assistant à l'université, il n'a pas voulu. Je suis allé à l'école du Trésor, je suis venu dans mon pays pour travailler. Je n'ai pas de raison pour que des gens qui sont sous-diplômés par rapport à moi, je viens dans une maison qui est la nôtre et on nous fait partir. Moi, je n'irai nulle part. Pourtant, j'avais un poste à la BCAO, j'avais un poste à l'université, j'ai dit je reste. Et donc, j'étais le chef de file de la contestation. Et Dieu merci, les autres ont suivi. Et nous avons bataillé au fil des ans. Il y a eu augmentation des administrateurs de services financiers au Trésor. À votre question, on m'a dit quels sont les postes que j'ai occupés. Quand je suis arrivé, j'étais au service de l'inspection d'abord. Après, peu à peu, pour certaines raisons, il y avait un remaniement, puis on m'a fait partie comme DAF au ministère de la Construction et de l'Urbanisme. 3 ans, 4 ans après, je suis revenu au Trésor. Après un passage dans une école à Paris, le CFEB, un master de centre d'études financières et économiques bancaires, puis je l'ai réintégré, je suis revenu au Trésor. Mais avant de partir, on avait commencé une très belle réforme. On venait de mettre les communes en place en Côte d'Ivoire. On venait de mettre les communes en Côte d'Ivoire. Et nous avons commencé à travailler sur les communes. Énormément de réunions avec le ministère de l'Intérieur. Et ça, paix à son âme, avec mon ami Koukouignon et bien d'autres. C'est ainsi que cette bataille-là a commencé. Avant de poursuivre, comme vous avez demandé les fonctions, donc après la fonction, j'ai été directeur de la comptabilité parapublique au Trésor. J'ai été l'adjoint du directeur du Trésor des affaires monétaires et bancaires, ça, où j'avais le poste de chargé de contrôle d'échange. Excusez-moi de revenir sur un certain point. Vous avez fait votre entrée au Trésor public en 1980.
C'était sous quel directeur général? Il n'y avait pas de directeur général. Et il y avait le trésorier payeur général. Mais bien sûr, qui est un des directeurs généraux. M. Serigne Leba était, paix à son âme, le repos éternel à lui, le TPG de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la passation de services a eu lieu en 1963 entre le trésor français et le trésor ivoirien. Et c'est M. Serigne Leba qui était le TPG. Après son départ comme ministre, M. Koné Adaman, notre Koné Adaman, donc l'a remplacé, et il était le trésorier payeur général. À l'époque, on parlait plus de TPG plutôt que de directeur général, mais il était directeur général. Mais c'est le TPG qu'on retenait. Donc, vous aviez, je vais dire, quand vous êtes entré au trésor, sous le TPG Serigne Leba, Koné Adaman. Koné Adaman, c'est le successeur de Serigne Leba. Koné Adaman. Et Parce après que Koné Adaman, vous avez travaillé avec quel... j'ai continué avec lui, M. Koné Adaman. Après, il y a M. Diarra Oumar. Diarra Oumar. Après Diarra Oumar, il y a eu M. Ngolo Koulibaly. Bon, plus tard, Kofi Christian. Bon, sous cela. Boadou après, etc. etc. Tout à l'heure, vous aviez parlé des réformes que vous avez eu à mettre en place relatives aux EPN, aux collectivités. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces réformes? Vous permettrez, avec votre permission, je vais répondre directement à cette question, mais je vous permettrai que j'ajoute quelque chose. C'est que en la matière, nous étions une équipe. L'idée était que les maires qui venaient d'arriver recrutent eux-mêmes les receveurs, pas les agents du Trésor. Et paix à son âme toujours, mon ami Koukouni et moi, sommes les deux qui représentions le TPG à l'époque. Et à la réunion avec les membres du cabinet de M. Dominique Dantan, on a opposé un refus catégorique. On a dit que le receveur ne doit pas être recruté par les maires, mais doit être les comptables directs du Trésor. Et puis, quand les membres du cabinet de M. Dominique Dantan ont entendu ça, ils ont dit non, mais on a décidé au cabinet, nous on a plié nos bagages. On est sortis de la salle. On en était là. Nous avons appelé au secours la chambre de compte. La cour de compte n'existait pas. Un certain M. Stenou, on est venu 2 jours après, et M. Stenou nous dit quelle est la position de la chambre de compte. Lui, il est français. Il sait comment les choses se passent. Et celui qui a pris la parole qui a dit non, les receveurs percepteurs doivent être des agents du Trésor et les contrôleurs et les comptables directs du Trésor. Et je les ai regardés, je dis le débat est clos. C'est en ce moment-là que les postes sont restés au Trésor. Notre silence aurait brisé des centaines. Vous n'aurez pas connu la situation que vous connaissez aujourd'hui. On était dans le même sillage en ce qui concerne les EPN. Il faut que je profite de l'occasion. Vous savez qu'avant
80, il y a eu beaucoup de sociétés d'État, et il y a eu beaucoup de malversations, et le président Félix Houphouët-Boigny, paix et repos à lui, a liquidé ces sociétés d'État, on les a transformées en établissements publics nationaux. Et il fallait trouver les agents comptables. On dit que le Trésor n'a pas assez de cadres, donc il fallait prendre les gens de privé. Et on s'est opposé. Les agents comptables des EPN seront les comptables du Trésor. Alors là, on a manqué de respect à la hiérarchie. Comme quoi des fois, il faut... Non, mais parce que c'était ce qu'on appelle, je m'excuse, les Français, les Européens qui étaient autour de la table, on ne le comprenant pas. Je dis qu'en France, les agents comptables ne sont pas recrutés par des structures privées pour venir servir l'État. Ce sont les agents du Trésor qui sont les agents comptables des établissements publics nationaux. D'autant qu'on vient de constater le gâchis qui a été fait, et c'est pourquoi le président Houphouët a liquidé les sociétés d'État pour les transformer en EPN. On n'a pas de recommencer. Et on a recruté quelques agents contractuels pour mettre au sein des EPN, et la plupart des postes ont été occupés par les agents du Trésor. C'est comme ça, les deux batailles qu'on a gagnées, et je crois que ça sert aujourd'hui à nos jeunes frères. D'accord. Donc vous faites partie de ceux qui ont lutté pour que les postes qui sont réservés au Trésor soient occupés par les agents du Trésor. Et non pas par des personnes privées venant recruter. Non, ça nous avons refusé catégoriquement cela. Donc, c'est à vous. Parlant justement des réformes, est-ce qu'on peut aller au niveau des réformes justement au niveau des EPN, vous en avez parlé tout à l'heure, puisque ça fait partie des réformes déjà au niveau organisationnel, au niveau, je veux dire, des postes des comptables publics, de la fonction des comptables publics. Oui, les deux réformes ont été menées de pair, hein? Ce qu'on appelle les communes et puis les EPN. Au moment où on travaille sur les communes, en France, il y avait la politique, il y avait des réformes profondes de la décentralisation. Et on a vu les appuis qu'on appelle des coopérants français. Il faut être intellectuellement honnête au niveau d'Abidjan, y compris la documentation, tout le reste. Bon, venant de l'école, du Trésor fraîchement, donc on savait où on allait un peu. Et donc ça nous a énormément aidé. Et c'est comme ça qu'on a mis qu'on appelle les réformes qu'on appelle en place qui concernent et les communes, il n'y avait pas de région, il n'y avait pas de conseils généraux, et les EPN, avec l'éclatement que vous connaissez, EPA, EPIC, bon, et puis... Donc voilà. Si on veut résumer, ces réformes ont consisté en quoi? Quelles sont les Très bien. Alors, les réformes ont consisté d'abord à mettre une nomenclature comptable en place. Ça, c'est la première des choses qu'il faut. Les règles budgétaires. La manière dont on doit gérer ce qu'on appelle la trésorerie. Les contrôles que doivent faire les comptables. Que doit faire le comptable. Ces réformes ont consisté également à sensibiliser les comptables publics sur les responsabilités. Vous connaissez nos règles, responsabilité personnelle, pécuniaire, administrative et pénale. Lorsque vous avez l'épée de Damoclès à votre cou, vous gérez un très bon père de famille. Il y a des choses que vous ne devez pas commettre. On reviendra dessus. Ça a été un élément essentiel de non seulement de la mobilisation des ressources, mais pour éviter aussi les déperditions
et la gestion des fêtes. Ok. Monsieur le sénateur, les années 1980-1990 ont été marquées par la chute des prix des matières premières, une crise de la dette et des programmes d'ajustement structurel. Comment le Trésor public a pu, à cette période-là, durant ces périodes-là, faire face à ces différentes crises, ou encore, quelles ont été les réformes entreprises par le Trésor public pour faire face à ces différentes crises conjoncturelles? Les politiques d'ajustement structurel menées par la Banque mondiale, il faut appeler les noms par leur nom, on considère mettre des politiques en place de stabilisation pour éviter face aux chutes des prix des matières premières. On considère donc à nous proposer des schémas, comment nous pouvons nous en sortir. Et comme vous le dites si bien, à un moment donné de son développement, la Côte d'Ivoire s'est endettée. Et je me permets de rappeler, parfois nos compatriotes ne comprennent pas, l'endettement fait partie de la gestion de l'État. Et tous les États modernes, y compris les pays européens, ont été construits à partir de l'endettement. Donc ce n'est pas une nouveauté. Mais la chute de nos matières premières a eu des conséquences qu'on appelle sur nos ressources, le paiement du service de la dette. L'approche a été holistique. Ça veut dire que ce n'est pas un seul service, c'est l'ensemble des services qui ont travaillé. Mais l'avantage du Trésor, le Trésor est une citadelle inexpugnable. C'est-à-dire que quelque chose, que quoi qu'il arrive, le Trésor doit rester le Trésor. Par rapport aux autres structures, le Trésor d'un pays ne doit jamais se noyer. Et si vous voulez, dans les crises successives, nous en parlerons, le Trésor doit être la citadelle imprégnable. Et ce rôle-là, le Trésor l'a joué avec des recettes qu'on avait quand même. Et l'appui de certaines structures, beaucoup d'EPN ont apporté des appuis au Trésor. Je ne vous l'ai pas dit, j'ai été agent comptable principal de la CNPS. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, on m'a mis là-bas. Et j'ai été aussi agent comptable principal du port autonome d'Abidjan. Et ça nous a aidés au niveau ressources pour faire face à beaucoup de charges. Et évidemment, le Trésor a remboursé après. Surtout après la dévaluation, les choses sont faites, puis bon, on a démarré. Donc, c'est pas seulement le Trésor en tant que tel, mais c'est le Trésor en tant qu'entité participant avec les autres administrations qui ont permis qu'on appelle de juguler cela. Mais comme nous sommes à l'embouchure, comme j'ai l'habitude de dire, nous voyons plus que les autres. D'accord. Puisqu'on a parlé de la contribution du Trésor public, la mise en place de ces réformes-là, quand on parle de ces réformes, nous faisons allusion au mécanisme de contrôle budgétaire, par exemple, voilà, à ce niveau-là, justement, et puis aussi de la modernisation des outils de gestion comptable. Donc, nous voudrions avoir quelques... Le contrôle budgétaire s'impose à nous-mêmes en tant que comptables publics. Vous verrez dans la littérature qu'on appelle du Trésor, il y a le contrôle réciproque. Il y a l'ordonnateur, c'est vrai, qui exerce son contrôle, mais le comptable public exerce ce contrôle en tant que payeur et en tant que caissier. Et comme il y a une responsabilité lourde qui pèse, en ce moment, les documents internes ont été préparés pour que
les comptables et des formations aussi, puis suivre l'ensemble des réformes. Vous avez dans un État, les réformes ne peuvent pas se faire seulement de manière sectorielle quand on est en crise. C'est l'ensemble du système qui se met en marche. Et le Trésor a été un élément essentiel, puisque, en définitive, qui décaisse? Qui paye? C'est le Trésor. Si le Trésor est défaillant, l'État crée des problèmes. Et retenez qu'on appelle cette expression, le Trésor est la personnification financière de l'État. Le Trésor et l'État forment un. C'est la seule entité. Il n'y en a pas 90. Il y a beaucoup de démembrements, hein. Mais le Trésor est la personnification financière de l'État. Et il ne doit jamais être défaillant. Et nous allons montrer comment on a existé au moment de la crise de 1999 à 2000. Mais est-ce qu'à cette période-là, on pouvait parler de modernisation des outils de gestion comptable? Si, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été effectués. Bon, on avait la coopération quand même, intellectuellement, il faut le dire, hein. La manière de tenir la comptabilité. Plus tard est venu Aster, mais les outils comptables ont évolué avec ce qu'on appelle l'informatique. Ça, il faut le dire aussi, hein. Donc, il y avait des règles, des procédures qui ont été mises en place que l'on respectait scrupuleusement. Parce que celui qui est gardien de la bourse, s'il n'a pas de règles strictes, vous imaginez la suite. Donc, quelles étaient ces règles? Non, les règles qu'on appelle au point de vue comptable, bon, c'est le respect de l'orthodoxie financière, la gestion, madame, de la trésorerie. Quand on dit ici le plan budgétaire, c'est vrai, il y a un contrôle comptable qu'on appelle qui s'est fait, en ce qui concerne les opérations faites en amont par les ordonnateurs. Donc, ça fait partie qu'on appelle, c'est au niveau budgétaire, cet aspect qu'on appelle en amont. La trésorerie ne vient que quand le trésor se met en mouvement, le comptable public se met en mouvement au moment qu'on appelle de son contrôle et de paiement. Donc ça, il y a un ensemble de supports comptables qui ont été élaborés, des supports comptables qui permettent de faire la remontée en amont et de permettre de faire ce qu'on appelle les vérifications comme il se doit. Et les services qu'on appelle d'inspection ont joué un rôle fondamental. Bon, l'informatique qui avait démarré a commencé à s'améliorer et je pense que ça aussi, ça a été un appui au niveau du Trésor. D'accord. Parce qu'il y avait l'ancienne comptabilité. Vous avez fait l'ancienne comptabilité. Les deux. Et vous avez fait, voilà. L'ancienne comptabilité. On voudrait savoir justement la transition. Oui. Voilà. Ce qu'on appelle l'ancienne comptabilité, c'était la comptabilité qu'on appelle la partie unique. C'est-à-dire que dans les postes comptables, vous êtes à Bonokou, chez moi, vous êtes à Mans, vous êtes à Korogo, vous passez une écriture. Un compte crédité ou débité. Au niveau central, on avait un service informatique. Qui passait la deuxième écriture. Si bien que par semaine, par quinzaine ou par mois, des colis arrivaient à ce service-là. Et il y a eu beaucoup de personnes, d'opérateurs qui saisissaient. Et quand il y a des erreurs, il y a des fiches de rejet, on dit, ah, tel portable, sa comptabilité a fait l'objet de rejet. Ou si ce n'est pas grave, on peut modifier au niveau central et le papier de rejet part au poste pour que le comptable s'ajuste à sa comptabilité. Donc, le principe de passer, vous permettez, puisque nous sommes au Trésor, débiter un compte, créditer un autre, etc., le comptable ne le faisait pas en tant que tel. Donc, il se passe une écriture, il y a un compte qui est débité ou crédité. Au siège, on passe le service, la contrepartie, l'écriture, et on ajuste, et on regarde. Et comme il y a beaucoup de... et puis les postes comptables n'étaient pas aussi essaimés, pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Donc on avait la possibilité qu'on appelle de ce contrôle-là. Donc c'est la comptabilité à partie simple en fait.
Mais on a évolué. L'évolution est venue d'où? Il faut redescendre un peu plus dans l'histoire. Quand on a mis les communes en place, les EPN en place, déjà, les comptables, un comptable, un receveur, un agent comptable, passaient des écritures, pas comme on le faisait au niveau central de l'État, mais lui, il avait le principe des droits constatés. Bon, on va aller. Le fait de constater qu'on appelle la recette, de passer des écritures, et à l'encaissement, il passe au qu'on appelle d'autres écritures. Donc cette partie, la comptabilité à Paris double, c'est installé avec la commune et avec les EPN. Ça a été une progression. Maintenant, la comptabilité de l'État s'est mise en place petit à petit. Il y a des témoignages que d'autres pourront vous donner, ceux qui sont occupés de ça. Et puis, bon, on est arrivé au système qu'on connaît aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu des choses bien après nous qui ont été faites et très bien faites en ce qui concerne la comptabilité qu'on appelle de l'État. Mais les communes et les EPN ont pris de l'avance, qu'on appelle. Et ça a permis aux comptables de maîtriser tout de suite le principe des droits constatés et de pouvoir passer les écritures comme il se doit. Ce qui fait que quand nos amis qui viennent, ils savent très bien comment sont tenus les livres et avec la reddition des comptes, bon, sans que on est jugé par l'époque de la Chambre des comptes, devenue Cour de comptes aujourd'hui, les choses se faisaient de manière très claire, qu'on appelle très précise. Il faut dire que ce sont des braves. Nos jeunes frères, ceux qui sont venus après nous, ont travaillé avec les structures, les textes qu'on a mis en place, les nomenclatures qui sont là, on a écrit ça nuit et jour, et puis bon, ils ont dû parfaire après le temps, en s'adaptant aussi au modernisme qu'on appelle l'informatique aussi. Vous qui avez vécu l'ancienne comptabilité et la nouvelle comptabilité, pouvez-vous nous dire quels sont les avantages, justement, les avantages de l'ancienne comptabilité et puis, bon, s'il y avait des avantages, et puis, bon. Non, il faut le dire, c'est facile de crier que tout ce qu'on a fait avant a été mauvais. Non, je ne suis pas dans cette école-là, je ne suis pas comme ça. Les hommes du moment et le niveau du moment nécessitaient cette comptabilité à partie simple. On sortait de l'indépendance, on venait de commencer. Hein. L'évolution aidant, les formations aidant. Les gens sont passés à un niveau supérieur dans la formation au niveau de l'ENA, pour ceux qui sont sortis de l'École nationale de service du Trésor de Paris, qu'on appelle aujourd'hui l'École nationale des finances publiques Trésor. Donc, les gens ont une maîtrise facile. Donc, l'adaptation se fait vite parce qu'on avait de nouveaux éléments, c'est-à-dire des personnes qui maîtrisent parfaitement ce qu'on appelle l'expérience acquise ailleurs. Donc, on ne peut pas incriminer que la comptabilité à partie simple, c'était une histoire de Cro-Magnon ou historique. Non, ce n'est pas vrai du tout. C'était le moment, cette comptabilité-là, qu'il le fallait au regard des niveaux des hommes qui étaient en présence. Et la machine au niveau central passait, comme je dis, l'autre écriture. Mais les gens ont été bien formés, beaucoup de séminaires, par-ci, par-là. Ça a été un atout. Donc, comme vous le dites, la seconde partie, c'est-à-dire concernant la nouvelle comptabilité, je pense que c'est quelque chose de très bien vécu. Et d'ailleurs, la plupart des pays au sein de 2 mois ont adopté qu'on appelle les mêmes principes, les mêmes règles. Comme ça s'est fait, qu'on appelle dans d'autres pays. Hein, bon, je pense que le Trésor ivoirien a eu ses galons en la matière, et même d'autres pays même sont venus s'en inspirer. Et voilà. D'accord. Merci, monsieur le sénateur. Je pense que votre passage au Trésor public en tant que pionnier, il y a eu quelques faits qui vous ont marqué durant votre exercice. Bien. Au Trésor public, est-ce que vous pouvez partager cela avec nous? Il y a eu beaucoup de faits.
c'est un fait, vous me permettez que je ne puisse pas trop les évoquer, mais retenez que après la dévaluation, il y a eu une prise en compte et les cas du Trésor ont été à la hauteur. Ça me paraît quelque chose d'essentiel. Je rappelle que le Trésor est beaucoup plus, et le maillage est beaucoup plus important au niveau territorial par rapport aux autres structures. Sans comparaison, mais moins que nos amis de la DGI ou de la DGD, par exemple. Bon, donc il y a le maillage territorial. Je crois que ça, il y a un autre élément qui me paraît un peu important. Nous arrivons en 99. Coup d'État. J'étais le trésorier payeur régional d'Abidjan Sud, à côté. 17h30, le trésor est attaqué. Et les gens étaient dans la rue assistés à la scène. Le jeudi, nous sommes allés chercher, je dis le chiffre pour ne pas le mentionner, près de 600 millions pour payer les élèves, les étudiants en médecine, le jeudi 23. Donc, la fourgonnette est passée devant la RTI où il y avait un tir encore à Abidjan. Et j'ai dit à mon fondé, je vais à la maison prendre quelque chose, vous revenez tout de suite. C'est là où mes fondés m'ont appelé pour dire, patron, il faut revenir, ça tire trop. Nous revenons, nous jetons les sacs au caveau et à 4, on ferme. Censément, les caissiers vont crier, patron, nous sommes attaqués. Toutes les femmes sont descendues au caveau. Mais c'est grave, parce qu'on ne doit pas savoir ce que c'est le caveau, puisqu'il y avait le caveau aussi concernant la CCT. Vous imaginez ce qu'il y avait là-bas. Je suis sorti et je me suis adossé à la porte. Les gens ne savaient pas, on ne connaissait pas l'escalier. Bon, on ne décrit pas ça. Et c'est en ce moment-là, quand il a dit que si tu n'ouvres pas la porte, je tire. J'ai mis la main et il a poussé. Il y a un qui m'a reconnu. Il dit, mais c'est le trésorier payeur ici, mais c'est le maire de Tanda. Couchez-vous. Parce que les caissiers n'avaient pas fini. Les billets étaient là, éparpillés, etc. Mais en bas, les femmes là étaient en bas. Il y avait une quinzaine, mais on avait des milliards en bas. Fermé. J'ai dit, bon, ramassez. Là, ils ont ramassé. En partant, si vous allez à la trésorerie d'Abidjan Sud, vous verrez encore les impacts de balles. Malgré les peintures qui ont été faites là, il y a les impacts de balles. On a échappé à la mort à une virgule près. Hein. Et les gens étaient au dehors assistés à la scène. Oui. Bref. Mais là, ce que vous venez de dire, ça nous amène à vous poser la question de la sécurité du comptable public. Parce que c'est... La sécurité, je vous dis, lorsque vous avez un moment, un tel moment, que dans la ville, on arrache les voitures, on tire partout, que peut faire le comptable? Et pour finir sur cet aspect, c'est lorsque ils sont sortis en tirant en l'air, les gens les regardaient au dehors, je ne citerai pas le nom, qu'un colonel dont la femme est caissière et le commissaire du premier arrondissement sont arrivés pour dire, monsieur le trésorier, qu'est-ce qui se passe ici? Et je leur ai balancé la clé de coffre sur la face. La phrase, je dis, vous n'avez pas honte, c'est le trésor public de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est ça, on vient attaquer. Et vous êtes assis, vous avez laissé les gens faire. Vous n'avez pas honte. On doit tout perdre, sauf le trésor public d'un État.
puis le lendemain, on a entendu ce qu'on a entendu. Et on nous a convoqués le lundi matin pour venir. Le coup d'État était déjà fait. À la direction générale, pendant que l'inspection générale du Trésor, l'inspection d'État venait faire le point de ce qui a été pris. Mais les gens n'imaginent pas ce qu'on a pu sauver. Ce qu'on a pu sauver. C'est en ce moment-là. On a vu ce qui c'est au pas de la sécurité. Vous avez une règle en matière de comptabilité publique. Quand vous tenez un poste, si quelque chose arrive, on vous met tout de suite en débat. On devait être tenu responsable. Il y a des cas de personnes qui sont parties à la maison. On a volé le poste, on les a mis en débat. Ici, dans cette maison. Mais on sait que le ministre après, a annulé qu'on appelle cet arrêté de débat. Donc, a bénéficié, qu'on appelle des circonstances atténuantes. Donc, on ne peut pas faire un coup d'État, on vient attaquer un trésorier et on peut me mettre en débat. C'est moi qui dois faire le coup d'État. Ce témoignage, c'est tellement émouvant. Donc, nous sommes vers la fin. Vers la fin, il y a autre chose. Il y a autre chose qu'on appelle qu'il faut retenir également, que je suis passé donc à l'inspecteur général au directeur général adjoint. Là, c'était encore plus grave. Parce que on nous a coupé les vivres. Mais ce que les Ivoiriens ne savaient pas à l'époque, c'est que la Côte d'Ivoire commerçait avec toute la sous-région. Donc, en matière de ressources, on avait les ressources. Plus les avances statutaires de la BCEAO, qui faisait que le 12 du mois, on avait le salaire des militaires, et le 18 du mois, on avait le salaire des fonctionnaires. Le problème qui se pose quand vous gérez cela, c'est que il ne faudrait pas qu'on cesse de payer les fonctionnaires. Ça ne doit pas jamais arriver. Le ministre Koulibaly, nous saluons, était notre ministre. Amadou Koulibaly. Et j'ai eu le malheur d'avoir le téléscripteur sur mon bureau. Parce que je m'occupais de la CCT, de la PGT et puis la pairie à l'étranger. Tous les jours, ça tombe. Vous devez rembourser, il y a tel montant à rembourser. Ils ont dit, si on rembourse, ils vont animer le projet. Ça, on a eu l'intelligence d'éviter ça. En fait, c'est quelqu'un qui vous dit, on vous enlève votre sang et on met du sang nouveau. Alors vous savez que du sang, on ne mettra jamais. Vous êtes parti. Nous avons compris cela. Nous l'avons compris au cours d'une réunion, notre ministre, Amadou Koulibaly, il y a eu DG, moi-même, moi j'étais DGA numéro 1, Taï, mon ami, était DGA numéro 2. On a décidé, il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On a dit, monsieur le ministre, on ne paiera pas la dette. Donc, quand je ne citerai pas de nom, c'était une institution qui était, je m'appelle, oui, mais monsieur Kouman, on nous a dit qu'on doit payer telle échéance. Il dit, on a compris. Il incite, oui, votre ministre de paix. Il dit, monsieur, vous avez un passeport diplomatique, vous avez de l'immunité. Si ça clash en Côte d'Ivoire encore, vous allez partir, moi je suis resté ici. Nous ne paierons pas. Nous ne pouvons pas payer cette échéance. Nous avons le salaire des militaires et nous avons le salaire des fonctionnaires. C'est notre priorité à l'ère là. Alors, vous comprenez, dans ces cas-là, on dit, mais quel est celui, la têtue, qui refuse qu'on paye, etc. Parce que quand ça chauffe, le DG me dit, comment c'est votre maison, il faut gérer. Il dit, non, c'est pas comme ça. Moi, c'est DG numéro 1, il doit être DG, etc. Il faut qu'on gère. Et on a résisté. Et on a payé les salaires jusqu'en septembre. En septembre, oui, il a fallu avoir un problème. Il y avait une échéance de la BCEAO qui tombait en débit d'office.
Si nous faisons les avances statutaires, plus nos ressources, on peut payer les salaires. Mais si on attend fin septembre et qu'ils nous donnent les avances statutaires de la BCEAO plus nos ressources, plus leur débit ne demande pas notre avis, on ne peut plus payer les salaires. On n'a aucun organisme pour aider à payer les salaires en Côte d'Ivoire. Donc on a payé les salaires à partir du 21-22 septembre. À la BCEAO, on m'a appelé, on dit, monsieur Kouma, on ne comprend pas. Vous avez déposé les salaires? J'ai dit oui. Parce que quand on fait le dépôt des salaires, ils sont obligés de faire les avances statutaires. Ce qui nous a permis de payer les salaires. Je crois que c'est plus tard, ils ont reporté eux-mêmes ce problème en ce qui concerne les salaires. Et on a, quand le ministre, président Koulibaly me voit aujourd'hui, me tape, il dit merci pour nos œuvres. Et puis je souris, etc. C'est comme le salaire aux élections de 2000, le président Gbagbo, les salaires, on les a avec mon journal, paix à son âme, on a payé les salaires avant le 25 là. Nous avons payé les salaires vers le 19-20. Je crois que les gens ont les salaires en septembre, ils ont plus tard. On a anticipé le paiement des salaires. On a payé les gens, on a viré, bon, compte tenu de la crise qu'il y avait, les gens ont mis du temps avant d'avoir les salaires. Bon, nous on a fait ce qu'il fallait faire, hein. Le reste, etc. Bon, comme nous sommes vers la fin, comme vous dites, le drame que j'ai vécu, c'est que je suis resté à la maison pendant 6 ans. On m'a dit, vous faites un concours, on fait le concours, on me dit, je suis premier. Et puis après, on s'en fait notre sélection. On dit, ah non, c'est pas beau, c'est quelqu'un d'autre. Bon, gardons les souvenirs, respectons les mémoires de ceux qui sont partis. Et je suis resté à la maison pendant 6 ans à la maison, sans faute, pas avoir été premier et ne pas être en poste. Mais ça c'est la vie, ça m'a guéri. Alors, un mot de fin. Alors, je voulais dire que le trésor... Excusez-nous, avant le mot de fin, est-ce que vous aviez des anecdotes? Je sais que vous avez... Moi, je vais juste avoir les anecdotes de deux préoccupations. On avait entendu le DG Christian, c'est ça, Christian Kofi, qui avait parlé des projets, des actuels projets de la BCEAO, comme l'ECO. Il dit que c'est des vieux projets qui existaient depuis 1978. Est-ce que vous avez souvenance? Et puis la deuxième chose, est-ce que vous auriez fait votre choix si vous avez la possibilité aujourd'hui entre la BCEAO, l'université et puis le trésor, vu que vous étiez compétent dans tous ces postes? L'écho, il faut le savoir. Les gens parlent de la monnaie en comparant leur chéquier et la banque. Je m'explique. La monnaie ne se gère pas au pifomètre. C'est un système complexe. La monnaie est un système, la gestion de la monnaie est complexe. Et les pays qui ont les banques centrales, je le cite, le Ghana ou ailleurs, ils sont obligés, ces pays-là, de dévaluer en permanence, de dévaluer en permanence. Parce que les réserves d'échange chutent. Ils sont obligés d'arriver à un certain niveau. Leur monnaie perd de sa valeur. La monnaie perd de sa valeur. Et ce qui oblige donc les autorités monétaires à surveiller constamment leur monnaie et les signaux. Je ne dis pas forcément dans le meilleur des systèmes, mais le problème de l'écho dont on parle, il faut tirer l'exemple au niveau de l'Europe. Les pays n'ont pas les mêmes capacités de développement. Et quand vous allez faire, qu'on appelle cette opération, on ne dit pas qu'on ne va pas faire, ça viendra un jour. Mais il faut que les pays aient à peu près un certain niveau de développement. Quand les Européens, Maastricht, ils ont harmonisé, qu'est-ce qui s'est passé? On peut le citer, des pays comme la Grèce.
Islande ou l'Irlande, qu'on appelle l'Irlande, ça a été un drame pour ce pays-là. Ils ont dû avancer des milliards de dollars pour ne pas créer un effet systémique qui aurait des répercussions sur les banques. En plus, nous sommes en Afrique. Je m'excuse de le dire. Hein. Bon, on sait qu'il y a des pays qui sont prêts à introduire de la mauvaise monnaie dans la nouvelle qui va se mettre en place. Ça, c'est fréquent. Et ça aussi, nous devons être prudents, qu'on appelle la matière. Les gens parlent souvent de la monnaie, mais n'ont jamais géré la monnaie. Ceux qui parlent de la monnaie n'ont jamais géré la monnaie. C'est au niveau doctrinal, c'est au niveau théorique. Mais si possédez la monnaie, faites de vous un pays riche. Mais laissez ceux qui ont eu la monnaie, c'est le développer. Le cas des pays asiatiques, c'est différent. Les pays asiatiques, pour l'avancée de le communisme, ils ont été inondés de milliards de dollars. Mais là, l'argent n'est pas sorti du pays. Ce qui fait qu'ils se sont développés, on était derrière nous, ils se sont développés mieux que nous. Donc la monnaie, c'est vrai, on dit c'est la souveraineté nationale, oui, c'est vrai. Mais avoir la monnaie et qu'on appelle la dévaluer tous les mois, je ne vois pas quel est son intérêt. Je ne vois pas son intérêt. Donc ça, c'était un problème. L'autre préoccupation que vous avez évoquée, rappelez-moi, la seconde préoccupation. C'était est-ce que vous auriez fait autre choix que d'aller à la BCAO ou J'avais une chance. J'habitais à 120 mètres de l'école des douanes à Paris, face à l'hôpital américain, dans un petit studio, avec ma petite épouse. Donc, j'aurais pu aller à l'école des douanes ou aller à Clermont-Ferrand dans le froid. C'est à la rue de Rivoli où se trouvait le ministère des Comptes des Finances, après l'entretien. Il m'a dit, si demain vous repartez dans votre pays, il vaut mieux que vous choisissiez l'école nationale de salut du Trésor, parce qu'à la Banque mondiale et au Fonds monétaire, vous serez recruté et même vous serez même représentant pays compte tenu de vos diplômes de base. Tout ça, c'est bien beau. Je dis, je viens de mon pays. Alors, pour répondre à votre question, les choix étaient, j'avais 5 choix devant moi. J'avais la BCAO, j'avais l'ENA, j'avais la fac, directeur financier dans une boîte, directeur financier dans une autre boîte. Donc, c'était ouvert. Et c'est cette force-là qui m'a permis de dire aux autres, le front de refus, là, restez derrière moi, je mets le combat. Parce que moi, j'avais les portes de sortie. Et puis, ça a réussi. Non, je pense que le temps aidant, et aujourd'hui, je n'aurais pas fait un autre choix. Parce qu'au Trésor, l'ouverture est très grande. On a des connaissances variées. On n'est pas sectorisé, on n'est pas que la fiscalité, ce n'est pas un problème de dédouanement, mais vous avez une connaissance très ouverte. Le Trésor, ce qu'on appelle, c'est un empire de connaissances. Hein. J'en sais. En écrivant mes thèses, je vois la facilité l'excellence avec laquelle j'écris. Et c'est pourquoi je pense qu'un autre choix, ce n'est pas évident. J'avais des possibilités de partir. Mais je crois que j'ai fait le bon choix. Et je ne le regrette pas du tout. Maintenant, à ceux qui sont ici, je ne peux que féliciter ceux qui sont venus après nous, qui ont travaillé. Et je pense à mon jeune frère DG Arthur et Amos que j'ai eu à l'ENA. Ils sont des brillants garçons. Et tous ils ont pris nos relais. Et je pense qu'ils vont remonter, qu'on appelle, on fait encore le Trésor, c'est encore plus fort et très respecté. Et je le dis. Et cette phrase-là, le Trésor, c'est un genre de promontoire, de citadelle inexpugnable. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais faire couler. Si le Trésor d'un pays coule, c'est que le pays a coulé. Le Trésor ivoirien ne coulera jamais, car c'est trouve dans de bonnes mains. Je vous remercie.